Mon vrai nom est Abolghasem Mesbahi. J'appartenais au service de sécurité de l'ayatollah Khomeini quand il est revenu en Iran. J'ai travaillé partout en Europe. Nous avions besoin d'une diplomatie secrète en Europe de l'Ouest. Et c'était mon travail. À cette époque, j'étais coordonnateur. À partir de 1981, la seule réponse de l'Iran au monde occidental a été le terrorisme d'État. J'ai participé à de nombreuses réunions dans cette ville et j'y ai passé beaucoup de temps. Là, à l'hôtel Hilton, nous avions l'habitude de nous installer sur un balcon face au lac avec ces messieurs de la Maison Blanche ou de l'Élysée. Tout ça pour discuter et négocier. Et Genève était une bonne place pour ça? Genève était la meilleure place du monde et je pense qu'elle l'est toujours. Dans ce café, par exemple, nous avions un employé qui travaillait pour nous comme agent de renseignement. Autrefois, Abolghasem Mesbahi était le numéro 3 des services secrets iraniens. Depuis, il est tombé en disgrâce à Téhéran. Aujourd'hui, il est en fuite. Il se cache quelque part en Europe. Ses jours sont en danger. Je fais très attention à ma sécurité, car les terroristes de l'ayatollah Khamenei sont partout. Et s'ils trouvent le bon moment, au bon endroit, ils s'en prendront certainement à moi. Abolghasem Mesbahi est iranien. Il est né en 1958 à Téhéran. Son père, un traditionnaliste fervent, était marchand au bazar. C'était un disciple de ces mollahs pour qui le Shah n'était qu'un mécréant et qui cherchait à instaurer un état religieux en Iran. Mesbahi a été élevé dans le strict respect des préceptes de l'islam. Son père ne voulait pas qu'il devienne marchand comme lui. Il rêvait d'en faire un mollah, un religieux musulman. Abolghasem Mesbahi est donc envoyé à Qom, à 130 km au sud de Téhéran. C'est dans cette ville, appelée la ville sainte, que sont formés la plupart des prédicateurs iraniens. Les écoles religieuses y sont particulièrement nombreuses. C'est dans ces écoles qu'enseignait autrefois l'ayatollah Khomeini. À 18 ans, j'ai terminé mes études de théologie avec le titre de Hochatollah. Dans le même temps, je poursuivais mes études normales. À cette époque-là, vous étiez un adepte farouche de Khomeini. Dès mes 15 ans, j'étais très proche de Khomeini et de son groupe. J'étais présent à tous les meetings. Fin janvier 1979, le guide de la révolution, l'ayatollah Khomeini, quitte son exil parisien. J'ai l'honneur et le devoir de remercier le gouvernement français d'avoir assuré ma sécurité et ma liberté d'expression. 1er février 1979. L'ayatollah Khomeini arrive à Téhéran après 14 ans d'exil. Des millions d'Iraniens lui réservent un accueil triomphal. La révolution islamique se lance à l'assaut des bastions du pouvoir. Enfin, le Shah Reza Pahlavi, le tyran détesté, est renversé. Les libéraux et la gauche soutiennent également la révolution. Ils rêvent de démocratie et de liberté. Mais le rêve s'effondre rapidement.
les libéraux et la gauche sont acculés à la clandestinité. Khomeini ne tolère aucun compromis. Il proclame l'État islamique. Les mollahs ont tous les pouvoirs. Ils contrôlent l'armée, les services secrets, la justice, les médias. J'avais tout juste 20 ans et j'étais le chef de la caserne de Chamchedier, qui comptait 800 prisonniers et plus de 80 généraux. Et comment c'est possible, à 20 ans, d'être... Quels étaient vos mérites? Quels étaient vos mérites? Disons qu'aux yeux des dirigeants de la Révolution, il n'y avait que très peu de personnes dignes de confiance. Paris, août 1979. Abolkhassem Mesbahi est promu. Bien qu'il ne soit qu'un diplomate sans expérience, il devient le numéro 2 de l'ambassade d'Iran à Paris, à l'époque une des plus importantes représentations étrangères iraniennes. La mission de Mesbahi crée un réseau d'agents pour les services secrets iraniens. Mon activité la plus importante était la logistique. Cela signifiait par exemple nouer des contacts avec les personnages clés du trafic d'armes. L'Iran avait besoin d'équipements militaires américains, des pièces de rechange surtout. Tout cela faisait partie des activités de renseignement. J'avais un passeport diplomatique, mais je ne m'en servais pas. Pour la France, j'étais juste un étudiant. Finalement, ils ont découvert mon activité. Mai 85, Mesbahi est arrêté. Emmené sur une base militaire, il y est interrogé 5 jours durant. La France l'accuse d'espionnage et d'organisation d'attentats terroristes contre des Iraniens en exil. Ils m'ont conduit à l'aéroport Charles de Gaulle et ils m'ont mis sur un vol d'Air France à destination de Téhéran. Sans passeport, sans aucun papier. J'ai dit au chef de la police, dans quelques mois, je serai de retour en France. N'oubliez pas de dérouler le tapis rouge. Et c'est ce qui s'est passé. Genève, 2 semaines plus tard. L'agent Abolkhassem Mesbahi choisit la paisible Genève comme nouvelle base opérationnelle. L'expulsion de France ne lui a causé aucun tort, bien au contraire. Il a encore été promu. Désormais, il est le chef des services secrets non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Il utilise une bonne vieille couverture, il se fait passer pour un étudiant. J'étais un étudiant du professeur Jean Ziegler à Genève et je préparais un doctorat. Nous montrons quelques vieilles photos d'Abolkhassem Mesbahi au professeur Jean Ziegler. Se souvient-il de lui? Oui, le visage me dit quelque chose, oui. Quel était le sujet de votre thèse? Les conséquences de l'embargo américain dans les pays en voie de développement. C'est un des thèmes que je donnais souvent, les questions d'embargo. Sous quel nom vous vous avez inscrit à l'université? Abolkhassem Mesbahi. Ah, sur le vrai nom. À la question, je connais cet homme, je le connais. Est-ce qu'il a commencé la thèse? Où est-ce qu'elle en est? Il faut que je vois, que je regarde ça dans l'ordinateur de l'université. Enfin, j'ai aucun lien personnel avec ce personnage. Il était le chef des opérations spéciales en Europe. Quelle horreur. Et il s'est retourné et maintenant il dit tout ce qu'il sait sur l'Iran. Et il a survécu. Pour le moment. Fin septembre 1985. L'agent Mesbahi est rappelé à Téhéran. Le Conseil de la Révolution a décidé de réorganiser entièrement les services secrets. Une commission spéciale est chargée de cette tâche. Parmi les membres influents de cette commission, Abolkhassem Mesbahi. Son expérience d'agent en Europe fait de lui un expert incontournable. En 1985, un nouveau ministère a été créé,
le ministère du Renseignement et de la Sécurité, appelé VEVAC. J'appartenais au groupe qui a élaboré le cahier des charges de ce ministère. Depuis l'attaque du 22 septembre 1980 par l'armée irakienne, l'Iran est en guerre. Cette guerre durera 8 ans. Le plus grand conflit armé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Côté iranien, il fera 1,5 million de morts. Pour le régime des mollahs, c'est l'épreuve de force. Beaucoup d'intellectuels déçus par la révolution réclament la démocratie et davantage de liberté. Pour les fondamentalistes, en revanche, la révolution ne va pas assez loin. Khomeini met en garde. Le pays ne peut pas se permettre de dissensions internes. Il exige un engagement inconditionnel. C'est la mission des nouveaux services secrets. Dès le départ, deux points de vue s'affrontaient. Le premier prenait un service de renseignement fort pour récolter des informations destinées à soutenir le gouvernement. Les Pasdaran, la troupe d'élite des gardiens de la Révolution, par contre, exigent des commandos d'action pour intervenir de façon radicale contre les opposants, y compris à l'étranger. Ce sont eux qui obtiendront gain de cause. C'était la stratégie agressive. Ils exigeaient des commandos spéciaux, des activités terroristes. Hachemi Rafsanjani, à l'époque président du Parlement et commandant en chef de l'armée. Il est plus modéré. Il est opposé à l'usage de la force à l'étranger et il tente de faire obstacle aux opérations des Pasdaran. Été 1987. L'agent Mesbahi est de retour à Genève, en mission top secrète. Cette fois, c'est sur ordre d'Hachemi Rafsanjani. Il doit nouer des contacts avec des gouvernements européens et rencontrer des émissaires américains. Ma principale activité, je parle de diplomatie secrète, était de négocier la libération des otages occidentaux au Liban. Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Plus de 30 personnes sont retenues en otage au Liban, dont 2 ingénieurs allemands et plusieurs journalistes français. La contrainte permet quand même d'espérer. Selon la version officielle de l'Iran, tous les preneurs d'otages étaient libanais. La réalité était bien différente. C'était l'Iran le preneur d'otages. L'Iran prenait toutes les décisions concernant ses otages. Tout était entre ses mains. Par exemple, Téhéran exigeait un navire rempli d'armes en échange d'un otage. C'était la condition du ministre Rafsanjani. Monsieur Mesbahi dit que lui était mandaté par Rafsanjani de négocier. Ça c'est possible, c'est tout à fait possible parce que j'avais noté, je fais attention à toutes les nuances dans des contacts comme ça, j'avais noté, si vous voulez, la certitude de cet interlocuteur qui savait de quoi il parlait. C'était quelqu'un qui pouvait prendre des engagements sur le champ. Or, quand vous avez un intermédiaire qui n'est pas vraiment mandaté ou qui n'a pas la confiance de ses dirigeants, ça se passe autrement. Tandis que là, il était vraiment mandaté directement par Rafsanjani. Je l'ai rencontré une fois à l'hôtel Richemont. Une autre fois dans un hôtel dont le nom m'échappe aujourd'hui. Et une fois en privé dans un grand bar face au lac Léman. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je les ai reçus en Suisse, effectivement, à Genève, je ne me rappelle plus le nom des hôtels. Je les ai reçus à Paris. Et je vais même vous dire quelque chose, j'en ai reçu à l'époque, c'était peut-être pas directement pour ce cas-là, j'en ai reçu au festival de Bayreuth. J'ai trouvé que c'était assez astucieux. J'allais tous les ans au festival de Bayreuth, je leur donnais rendez-vous là-bas dans une petite ville où je séjournais pendant les séances du festival. C'était jubilatoire d'être assis face au ministre français des Affaires étrangères. J'ai pu orienter les négociations exactement comme je le souhaitais.
Et il m'a suivi. C'est vraiment un sentiment très agréable. En Allemagne, il rencontre Hans-Johann Vogel et Hans-Jürgen Wischnewski, deux chefs de file du SPD. En France, il négocie entre autres avec Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris. Nous l'appelions la diplomatie des prières du vendredi. Je leur disais, OK, si vous avez des doutes, vendredi prochain, M. Rafsanjani dira telle et telle phrase dans son sermon. Ainsi, vous saurez que je suis la bonne personne. Et le vendredi, il disait évidemment les phrases convenues. Alors nous l'avons appelé la diplomatie des prières du vendredi. Fin novembre 1988, Abolgassem Esbahi rencontre l'ancien président Jimmy Carter aux États-Unis. Il m'a donné une lettre que je devais remettre à l'Ayatollah Khomeini en main propre. Immédiatement, Mesbahi s'envole pour l'Iran. Il lui faut informer ses chefs et remettre la lettre de Jimmy Carter à l'imam Khomeini. Il se réjouit déjà de revoir sa famille. Mais, à Téhéran, une grosse surprise l'attend. Je suis rentré chez moi et j'ai entendu des voix au premier étage. Un homme m'appelait. Je suis monté. L'homme m'a dit « Vous êtes en état d'arrestation pour des délits financiers. » J'ai dit « Ok, faites ce qui vous a été ordonné. » Et ils m'ont saisi immédiatement et ils m'ont emmené dans un véhicule, une Mercedes. Ils m'ont bandé les yeux, puis ils m'ont emmené à la prison de Tawhid. Abolgassem Esbahi est accusé de trahison. En tant qu'agent du VEVAC, il sait parfaitement ce qui se pratique dans les prisons iraniennes. La torture. J'ai passé 4 mois dans une minuscule cellule. C'était une période vraiment très dure. J'ai subi une quantité d'interrogatoires, 1270 pages d'enquête, 12 heures et demie d'interrogatoires filmés. Les questions ne tournent qu'autour d'un seul sujet, ses contacts à Genève. Il prend peur. Les agents qui l'interrogent sont au courant de ses liaisons dangereuses avec la police genevoise. Effaré, Mesbahi se remémore sans cesse Genève. Qui l'a trahi? Son contact auprès de la police genevoise était-il un agent double? Il ne peut pas y croire. Mesbahi maudit la nuit où tout a commencé. C'était en automne 1986. Tout à coup, 2 policiers sont entrés dans le hall de son hôtel. Et ils m'ont montré qu'ils étaient de la police, puis ils m'ont dit « Suivez-nous ». Mesbahi est emmené au poste de police du boulevard Karl Vogt. On l'interroge une partie de la nuit. C'est le commissaire Léon Jobé qui pose les questions. Léon Jobé est le chef du groupe de renseignement. Il travaille pour la police fédérale, les services de renseignement suisses. Jobé posait les questions. J'ai été très franc avec lui, sans aucun problème. Qui êtes-vous? Je lui ai dit, vous savez qui je suis. Que faites-vous ici? Vous voyez, je suis étudiant. Léon Jobé l'accuse d'espionnage et de terrorisme. Il le menace d'expulsion. L'agent iranien l'écoute sans se laisser impressionner, puis il formule une proposition audacieuse. Je peux faire beaucoup pour vous. Asseyons-nous, discutons, puis travaillons ensemble. Donnez-moi une chance. Léon Jobé quitte la salle d'interrogatoire et appelle son chef. Quand il est revenu, il a dit « Ok, nous acceptons le principe. Restons en contact. » Et il m'a même donné un nom de code, le nom de Javier. Il conclut un pacte de non-intervention.
Mesbahi peut rester à Genève. En contrepartie, il promet des informations sur ses agents. Il promet aussi qu'il n'y aura aucun attentat terroriste à Genève. C'était un véritable professionnel. Selon moi, l'un des meilleurs agents de renseignement que j'ai jamais rencontré. Et vous savez, j'en ai croisé beaucoup. L'ancien agent Mesbahi nous emmène sur un de ses lieux de rendez-vous et il nous parle de son contact Léon Jobé. On se croirait dans un roman d'espionnage à 4 sous. Nous nous sommes rencontrés très souvent. Nous avons parlé des Iraniens à Genève, de la politique iranienne. 2 ou 3 fois, nous sommes même sortis ensemble en famille. Le concierge de cet hôtel servait de contact aux 2 agents. C'est lui qui organisait les rencontres secrètes. C'était une idée de M. Jobé d'utiliser ce monsieur. Ils se connaissaient. Évidemment, il connaissait aussi mon nom de code. Dans sa cellule, Mesbahi panique. Si les agents qui l'interrogent sont au courant des discussions avec Léon Jobé, il est perdu. Il sera un traître, il sera exécuté. Quatre mois après son arrestation, finalement contre toute attente, Abolgassem Mesbahi est libéré. Il est toujours profondément choqué, mais il peut respirer. Certes, il est condamné à 1 année de résidence surveillée, mais il ne sera pas jugé par un tribunal. L'accusation de haute trahison est abandonnée. 1 année se passe. Plus tard, le VEVAC m'a autorisé à contacter d'anciens collègues, tous des ex-agents des services secrets qui travaillaient maintenant dans le secteur privé. Peu à peu, Abolgassem Mesbahi reprend une vie normale. Il devient entrepreneur. Il gère plusieurs arcades dans les plus grands bazars du pays. Finalement, il fonde une série de sociétés commerciales qui importent des machines et de l'électronique et il fait fortune. Mais quoi que Mesbahi fasse, les services secrets du VEVAC sont dans le coup. J'étais forcé d'embaucher des membres du VEVAC dans mes sociétés. Je n'avais pas le choix. Les chefs du VEVAC me disaient par exemple « Ce monsieur sera votre secrétaire ». Ainsi, j'étais sous contrôle. Les années passent, tout semble s'arranger au mieux, quand soudain la réalité le rattrape. Sa vie prend une tournure dramatique. Fin 1995, mon ami Saïd Amani m'avertit. Le régime veut éliminer 120 personnes. Ton nom est en tête de liste. Tu dois quitter le pays. Abolgassem Mesbahi quitte précipitamment Téhéran. Tout d'abord, il se cache dans les montagnes. Il y prépare sa fuite à l'étranger avec l'aide de quelques amis. 3 semaines plus tard, Mesbahi quitte sa cachette dans les montagnes pour prendre la route d'Esfahan, à 350 km au sud-est de Téhéran. Abolgassem Mesbahi attend vainement son contact. Exceptionnellement, il passe la nuit à l'hôtel. Le moindre bruit l'angoisse. Son contact l'a-t-il trahi? Son plan de fuite a-t-il été dévoilé? Il craint d'être arrêté à nouveau. Il est convaincu que cette fois, il n'échappera pas à la torture. Un des moyens de pression en prison, c'était les cris d'enfants. La nuit, entre 2 et 3 heures du matin, on entendait les enfants crier. Ça venait d'un local qu'ils appelaient le Zira Band.
ce qui signifie la salle des tortures. Lors d'un interrogatoire, s'ils n'étaient pas satisfaits des réponses, ils emmenaient les prisonniers au Ziraband. Ils les torturaient, par exemple, au moyen de gros câbles, et on les entendait hurler. C'était horrible. Le matin suivant, il cherche un nouveau passeur. Il a de la chance, un marchand d'épices est prêt à le conduire hors de la ville. L'étape suivante, la ville du désert Yazd, fief des adeptes de Zarathustra. Mesbahi veut se cacher quelques jours, le temps de trouver quelqu'un pour le conduire dans la province du Beloutchistan, une région idéale pour fuir à l'étranger car située à la frontière avec le Pakistan. Le Beloutchistan n'est pas seulement un Eldorado des contrebandiers, mais également un sanctuaire de l'opposition. Mesbahi reprend la route. Il arrive au Beloutchistan, à l'extrême sud-est de l'Iran. Cela fait 1 mois qu'il a quitté Téhéran. Quelques kilomètres seulement le séparent de la frontière. Mesbahi est tendu. La frontière avec le Pakistan est étroitement surveillée. Je n'avais ni carte d'identité ni passeport. Ils m'avaient tout pris. Mon passeur s'était arrangé pour que les gens qui travaillaient là s'absentent un moment. Puis j'ai traversé la frontière à pied. Il était 5 heures de l'après-midi. Enfin au Pakistan. Son passeur, un contrebandier, le conduit jusqu'au prochain arrêt de bus. À partir de là, il doit se débrouiller tout seul. Mesbahi respire, il est convaincu d'avoir fait le plus dur. Mesbahi achète d'abord quelques vêtements à un indigène. Il ne veut pas se faire remarquer car il est toujours sans papier. C'est donc déguisé en marchand pakistanais qu'il poursuit son voyage. Il passe par les montagnes du Bolan, une route assez périlleuse qui traverse plus de 20 tunnels. Après les montagnes du Bolan, il poursuit sa route à travers le désert de Kachi. À Larnaca, la prochaine grande ville, Mesbahi veut appeler son ami à la police genevoise. J'ai appelé Jobé, le policier genevois. Je lui ai dit, je suis au Pakistan, j'ai besoin d'aide. Je suis prêt à collaborer avec vous. Je veux dire, avec votre service, pas seulement comme simple informateur. Je veux vraiment collaborer. Jobé a répondu, ne dites plus rien. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. La même nuit, Léon Jobé le rappelle. Entre-temps, il a parlé avec son chef à la police fédérale à Berne. Plus tard, Jobé m'a rappelé et m'a dit « J'ai parlé avec mon supérieur. Nous ne sommes pas intéressés par ta collaboration, pas du tout. » J'ai dit à Jobé « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qui je suis? Je suis opposé au régime maintenant, une opportunité unique à saisir. » Jobé m'a dit « J'ai le même problème que toi. Je ne peux rien faire pour toi. » Abol Ghassem Mesbahi décide de se rendre à Islamabad, la capitale du Pakistan. J'ai tout essayé pour quitter le pays. Finalement, cela m'a pris 6 mois. C'était une période très dure. Je devais changer de lieu tous les jours parce que les Iraniens m'avaient repéré au Pakistan. Après Islamabad, il tente sa chance à Karachi. Il essaie de contacter des services de renseignement occidentaux. En échange d'informations, il demande une nouvelle identité. De nombreux services sont intéressés, mais ils tergiversent.
Mesbahi ne peut plus attendre. Les tueurs du Vevac sont à ses trousses. Il n'a bientôt plus d'argent et toujours aucun papier. Dans son désespoir, il demande de l'aide à un homme contre qui il avait planifié un attentat alors qu'il était agent du Vevac. Cet homme, c'est Abdolhassan Bani Sadr. Il a dit qu'il a changé d'opinion politique ou... Non, il ne m'a pas dit ça. D'abord, il savait que j'aiderais tous les Iraniens qui sortent de l'Iran, même s'ils s'opposent à moi. Parce que leur droit de l'homme passe avant de leur opinion politique. C'est aux côtés du guide de la révolution Khomeini qu'Abdolhassan Bani Sadr participe à la chute du Shah. Après la prise de pouvoir en février 1979, Bani Sadr devient successivement ministre de l'économie, des finances et des affaires étrangères. En janvier 80, il est élu premier président de la République islamique d'Iran. À peine un an plus tard, c'est la rupture avec Khomeini. Depuis, il vit en exil à Paris. Il était venu 2 fois de la part de Khomeini chez moi. Il savait que je sais qu'il connaît la Vevac iranienne. Il est au courant des activités terroristes de ce régime. Été 1996, à Berlin se tient le procès de l'affaire Mykonos. Sur le banc des accusés, 4 Libanais et 1 Iranien. Le 17 septembre 1992, dans le restaurant Mykonos, ils ont assassiné 4 opposants iraniens, parmi eux le chef du Parti démocratique kurde. L'accusation s'empêtre, elle n'arrive pas à désigner les commanditaires de l'attentat. Bani Sadr décide de témoigner. Il suggère au tribunal de faire venir Abolghasem Mesbahi du Pakistan. L'ancien numéro 3 des services de renseignement iraniens connaît les commanditaires. Le gouvernement n'avait pas donné son accord à la justice. Bon, j'ai demandé aux autres pays. Aucun n'a donné de réponse. Bon, quand même, on a pu l'amener à Belgique grâce à un passeport. Octobre 1996, Abolghasem Mesbahi est proche du but. Il se rend à l'aéroport. Je suis très reconnaissant à M. Bani Sadr. Il m'a procuré un passeport qui m'a permis de quitter le Pakistan. Mais il y a encore un petit problème. Le passeport n'est pas celui de Mesbahi, il est emprunté. Le passeport n'était pas vraiment bon. La taille indiquée était d'1,82 m. Le garde frontière m'a demandé « Où est le reste de votre 1,82 m ?» Je lui ai dit « Voici tout l'argent qui me reste. Vous avez le choix, vous me jetez en prison et vous perdez l'argent, ou vous prenez l'argent et vous me laissez passer. » Je n'y croyais plus. Finalement, il a pris l'argent. La liberté, enfin. Abolghasem Mesbahi s'envole pour Bruxelles. Puis il se rend aux autorités allemandes pour témoigner dans le procès du Mykonos à Berlin. C'est ici, sur la Prager Platz à Berlin, que les tueurs ont fait leurs derniers préparatifs. Puis ils se sont rendus au restaurant Mykonos. Fils de pute, a hurlé le chef du commando, avant de tirer une salve de 26 coups de mitraillette et 4 coups de grâce. Les coups de feu sont destinés au secrétaire général du Parti démocratique kurde, Sadegh Sharafkandi, à 2 de ses collaborateurs et à son interprète, Nouri Dekordi. Pour les Iraniens en exil à Berlin et pour les proches des victimes, il n'y a aucun doute sur les commanditaires des assassinats. Khomeini, assassin. République islamique, assassin. Les persécutions et les activités du régime iranien contre l'opposition sont toujours d'actualité. Maintenant, 18 ans après, j'aimerais bien ne plus avoir peur.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. 27 août 1996. Mesbahi est entendu pour la première fois à Berlin en qualité de témoin. Pour des raisons de sécurité, il ne figure que sous l'appellation de témoin C dans les actes du procès. Il était en grand danger. Si l'Iran avait pu mettre la main sur lui, il aurait sans aucun doute été liquidé comme un traître. Mesbahi, alias témoin C, devient la figure centrale du procès de l'affaire Mykonos. Ses déclarations sont décisives. L'ordre de tuer a été donné par l'imam Ali Khamenei, le guide religieux et successeur de Khomeini. L'attentat a été orchestré par le chef des renseignements et ministre du VEVAC, Ali Falahian. Abolgassem Mesbahi connaît même le mot de passe qui a déclenché la tuerie du Mykonos, Bozorg à la vie. La plaque tournante de l'attentat du Mykonos, l'ambassade d'Iran à Bonn. C'est elle, déclare le témoin C, qui a transmis le mot de passe au tueur. La police effectivement retrouve le mot de passe dans les écoutes téléphoniques. Le ministère public a évidemment vérifié ses déclarations. Il avait une excellente mémoire et ses témoignages étaient très détaillés, y compris sur ses séjours en Suisse. Il s'est avéré que ces déclarations étaient irréfutables. 14 septembre 1997. Le tribunal de Berlin rend son jugement. Le gouvernement iranien et le guide religieux sont condamnés en tant que commanditaires du massacre du restaurant Mykonos. Le jugement a fait sensation. Pour la première fois, un gouvernement d'un État avec lequel l'Allemagne entretenait des relations économiques étroites était désigné comme responsable d'un assassinat commandité. Ce n'était encore jamais arrivé et cela ne s'est plus reproduit depuis. Après le procès du Mykonos, le témoin C est interrogé par les services de police et de renseignement de nombreux pays, dont la Suisse. Comme face aux autorités judiciaires allemandes, il raconte sans détour les activités des terroristes d'État iraniens en Europe. Ses déclarations les plus spectaculaires concernent Genève. Nous sommes avec le témoin C, alias Abolgassem Mesbahi. Il se souvient du temps où il coordonnait les opérations spéciales des services iraniens en Europe à partir de Genève. Là-bas. Il nous dirige vers un chemin de campagne derrière l'aéroport de Genève-Cointrin. Vous êtes sûr de trouver? Oui, oui. Il nous montre une cachette qui servait de relais aux renseignements confidentiels. À 2 mètres du sol, caché derrière des feuilles, une cavité dans le tronc d'un arbre. Ici, vous êtes sûr que c'est ça? Oui. Maintenant, tout est recouvert. Plus personne ne l'utilise. À cet endroit, des agents laissaient des informations particulièrement sensibles, par exemple les rendez-vous avec des spécialistes en missiles. Un comité spécial a examiné différentes possibilités pour frapper les Américains. Il y avait un projet d'abattre un avion de ligne. Cet endroit était favorable, car à l'époque, il n'y avait pas d'installation de sécurité autour de l'aéroport. On a parlé ouvertement d'utiliser des missiles Stinger. À partir d'ici, il voulait abattre un avion de ligne américain. Un Stinger, qui est aussi appelé fusée antiaérienne individuelle, pèse moins de 20 kg et peut être actionné par un seul homme. Nous cherchions un vendeur. Finalement, des Brésiliens étaient d'accord de le livrer. À l'époque où Mesbahi était agent du VEVAC, les services iraniens utilisaient Genève comme centre de commandement. C'est d'ici qu'ils envoyaient les commandos de tueurs et de terroristes. Londres, décembre 79,
un exilé iranien est victime d'un attentat à la bombe. Vienne, juillet 89, attentat sur le leader kurde Abdulrahman Gassemlou. Paris, août 91, des agents du VEVAC assassinent l'ancien Premier ministre iranien Shapour Bakhtiar. Est-ce qu'on a une idée combien de personnes ont été liquidées de cette manière? Nous avons fait une liste de presque 500 personnes. En Occident, aux États-Unis, en Europe et Moyen-Orient. Quelques-uns à l'intérieur de l'Iran. Peut-être plus. Des attentats sont aussi perpétrés à Genève, malgré les accords de non-intervention entre les services iraniens et la police genevoise. 10 août 1987, Ahmad Moradi et sa femme Sarah se promènent sur les quais. Ahmad était pilote dans l'armée de l'air iranienne. En pleine guerre Iran-Irak, il a déserté. Il s'est enfui à Bagdad aux commandes d'un jet de combat flambant neuf, un F-14. Il y a quelques mois, Ahmad, sa femme et leurs 2 enfants ont obtenu l'asile politique à Genève. Il est près de 21h. Ahmad et sa femme s'apprêtent à rentrer chez eux. 2 hommes les suivent. Soudain, des coups de feu éclatent. Ahmad Moradi s'effondre, atteint par 5 balles, dont 3 à la tête. Les 2 assassins s'enfuient en direction du lac, disparaissent dans la nuit. Malgré des indications précises de plusieurs témoins oculaires, ils ne seront jamais arrêtés. L'agent du VEVAC Mesbahi était opposé à cet attentat à Genève, car il violait l'accord de non-intervention conclu avec la police genevoise. Mais cette fois, Mesbahi n'a pas pu convaincre Téhéran. Les armes, ils venaient d'où? Pour l'attentat contre le pilote, ils les ont amenés d'Italie. Ces attentats ont-ils toujours été commandités par l'Iran? Oui, on sait notamment qui est le chef du commando. J'avais rencontré un des membres du commando à plusieurs reprises en Iran. Nous avions même des relations amicales. Interrogé en tant que témoin par des fonctionnaires de la police fédérale suisse, l'ancien agent Mesbahi se livre. J'avais averti Léon Jobé, mon contact auprès de la police genevoise, de cet attentat. Je lui avais même donné les noms des tueurs. C'est pour Jobé que je m'étais renseigné sur ces noms. Le groupe antiterroriste à Genève, ils sont venus me voir pratiquement 10 jours avant l'assassinat de sa pilote pour me dire que j'étais sur une liste qui voulait m'assassiner. Alors j'ai dû partir. Fereydoun Azam Zanganeh vit depuis plus de 30 ans en exil à Genève. Il déteste le régime des mollahs. Mon arrière-grand-père était premier ministre perse et mon grand-père était gouverneur de l'ouest d'Iran. La communauté iranienne à Genève est très nombreuse. Des persécutés de l'époque du Shah, des pourchassés par le régime des mollahs. L'assassinat du pilote les a troublés. Ils ont peur. Azam Zanganeh, qui à l'époque tenait un bureau de tabac rue de Lausanne, est l'un des rares à ne pas se laisser intimider, malgré des menaces de mort. Son kiosque, lieu de rencontre des opposants au régime, vend des publications qui dénoncent les tortures et les exécutions en Iran. Bon, vu la circonstance de menaces qui me guettaient à cause du régime iranien, malheureusement, j'avais toujours un pistolet que l'antiterrorisme m'ont conseillé, il était toujours là. Pour que si au cas on va m'agresser, je peux me défendre. Le village vaudois de Tannay, à 15 minutes en voiture de Genève. 24 avril 1990. Un opposant au régime iranien est à nouveau assassiné. Il s'appelle Kazem Radjavi. Quelques minutes à peine après l'assassinat de Kazem Radjavi, la police est sur les lieux. Elle récolte les premiers indices.
À côté de la voiture, elle trouve 11 douilles. Les munitions proviennent de Tchécoslovaquie. Les assassins ont tiré avec un Uzi FN, un pistolet mitrailleur 9 mm. Et comme lors de l'attentat sur le pilote, les tueurs laissent leur signature, une casquette. C'était un intellectuel iranien de gauche, du mouvement des Moudjahidines du peuple. Il était professeur à l'université de Genève. Il était un opposant au Shah d'Iran et au régime dictatorial de la monarchie. Et c'est pour ça qu'il était exilé en Suisse. Ensuite, il est devenu le premier ambassadeur de Khomeini à Genève auprès des Nations Unies. Quand Khomeini a commencé à éliminer les opposants, dès ce moment-là, Kazem Radjavi a dit « Ce régime, je ne peux pas le servir ». De Genève, Kazem Radjavi mène une véritable croisade contre le régime des mollahs. En Iran, les opposants politiques sont violemment torturés et exécutés par milliers. Kazem Radjavi mobilise la presse mondiale. Il trouve un écho auprès des Nations Unies et du Parlement européen. Il a signé son arrêt de mort. Kazem Radjavi est enterré en Irak où son frère et les Moudjahidines du peuple vivent en exil. Depuis l'époque du Shah, la famille de Kazem Radjavi fait partie des opposants les plus virulents. Elle l'a payé très cher. Le père de Kazem a eu les yeux crevés par la police politique du Shah, sa sœur a été condamnée à mort et pendue sous Khomeini. Genève, le café Les Pyramides dans le quartier des Pâquis. Parmi les habitués, Mostafa Soleiman, érudit de l'islam et ancien fidèle des frères musulmans en Égypte. De 1984 à 1989, il est secrétaire particulier du consul général d'Iran. Témoin des activités terroristes, il a perdu son emploi pour avoir refusé de participer à un attentat. Nous sommes 4 personnes dans le consulat. Le consul, le secrétaire, le vice-consul, le chauffeur et moi. Qui est-ce qui s'occupait du courrier diplomatique? Moi, avec le chauffeur, je vais à l'aéroport. Il y a 2 valises. Une valise pour le consul, pour les choses du consulat, les trucs comme ça. Et une autre valise, il y a des choses que moi je commande, les livres, les journaux, les choses culturelles. Même j'ai enseigné l'arabe pour toute l'équipe du consulat ou l'ambassade. Je donne une leçon par semaine, une fois par semaine, langue arabe. Au cours de notre enquête, nous sommes tombés sur un rapport concernant les activités terroristes des diplomates iraniens à Genève. Son auteur, un collaborateur de la mission iranienne auprès des Nations Unies. Selon ce rapport, le consul général iranien était directement impliqué dans la préparation des attentats à Genève. Le consul général, c'est un des plusieurs personnes qui commandent ça. Il y a quelqu'un d'autre. Le consul général avait recruté des jeunes gens. Certains ont été envoyés à Téhéran afin de suivre un entraînement pour exécuter des actes terroristes en Europe, surtout en France. Ah bien sûr, pourquoi? Ça veut dire pourquoi? Pourquoi quelqu'un travaillait pour l'Iran? Politique, ou propagande, ou militaire, ou espionnage, ou comme ça. Lui, il achète les gens pour travailler pour l'Iran, oui. Selon ce rapport, la résidence de l'ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève était réservée aux membres du Hezbollah ou à d'autres éléments que des services de renseignement chargés d'opérations terroristes. Les grenades et autres armes étaient transférées par valise diplomatique. Ils mettaient les boîtes de caviar avec les explosifs. Monsieur Garbelli, non, s'il vous plaît, on ne touche pas ça. C'est trop risqué. Non, on ne touche pas ça. Non, c'est pas la peine. Non, mais franchement, est-ce que c'est dangereux pour vous? Si. Moi, je ne suis pas tout à fait contre la révolution iranienne. Je dis franchement. Parce que dans notre monde arabe, ils ont besoin de révolutions.
C'est le juge d'instruction Roland Châtelain qui est chargé de l'enquête sur l'assassinat de Kazem Radjavi. En moins de 4 semaines, le déroulement des faits est entièrement reconstitué. La police trouve la voiture des tueurs, un véhicule de location loué par l'Iranien Yadollah Samadi. À partir de là, l'enquête est une affaire de routine. Du véhicule, la piste conduit aux hôtels où Samadi avait loué des chambres. 10 avril 1990, 4 membres du commando arrivent par un vol Iran Air à Genève. Une semaine après, 2 autres complices les rejoignent. Les listes des passagers de l'aéroport le confirment. L'assassinat de Radjavi avait été préparé de longue date. Apparemment, les assassins sont sûrs de ne rien avoir à craindre de la police. Ils ne se donnent même pas la peine d'effacer leurs traces. Dans les 10 jours qui ont précédé l'assassinat de Radjavi, le chef du commando est flashé 12 fois pour vitesse excessive, toujours sur le trajet Genève-Tannay où habite Radjavi. La police ne l'inquiète pas. L'inaction de la police a de quoi surprendre, car Mesbahi et un employé de la mission iranienne avaient informé la police des projets d'attentat contre Radjavi. Nous nous adressons à la police genevoise, elle ne souhaite pas s'exprimer. Disons que les autorités, de toute évidence, savaient qu'il y avait des possibilités d'attentat à l'encontre de Kazem. Ça, de toute façon, ça, c'est vrai qu'elle le savait. Donc, est-ce que toutes les précautions ont été prises pour disons, préserver sa vie? Manifestement, non. Il se sentait menacé. Il m'a demandé de demander à M. Lebas, chef du département de justice et de police de Lausanne, d'organiser une protection personnelle. C'est ce que j'ai fait. Je dois constater que Kazem a été abattu dans sa voiture, circulant sur une route vaudoise, sans qu'il y ait eu la moindre protection. Des années passent. L'enquête piétine. Le juge Châtelain ne peut pas clore le dossier. Certes, il connaît le déroulement des faits et même les noms des tueurs. Mais, pour une accusation, il manque toujours des réponses à des questions cruciales. Qui sont les commanditaires de l'attentat? Qui a tiré les coups mortels? Et à un moment donné, le juge Châtelain était visiblement découragé et il évoquait la possibilité de classer l'affaire. Donc, en disant, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne peux pas instruire davantage. Janvier 1997. Tout à coup, l'enquête s'anime. Le juge Châtelain peut interroger le transfuge iranien Mesbahi en Allemagne. Mesbahi sait qui sont les commanditaires. Le président du Parlement Rafsanjani et le chef des services de renseignement Ali Falarian. Et il connaît même le nom des 2 tueurs, Yadollah Samadi et Ali Kamali. Puis le témoin C fait une déclaration fracassante. Il y a une taupe au sein de la police genevoise, une femme. Elle a espionné Kazem Radjavi pour le compte des services iraniens. Sans hésiter, Mesbahi identifie l'espionne. C'est la fonctionnaire de police, FS. Qu'est-ce que vous savez de cette coopération avec cette femme? Je sais des tas de choses. À cette époque, j'étais en Iran et j'avais accès à son dossier. Et dans le cas de Radjavi, vous avez une idée de ce qu'elle a donné? Le plan complet de la maison, le dispositif de sécurité et des photos. Je me souviens maintenant qu'elle a donné une photo où M. Radjavi préparait le thé. Elle devait être vraiment très près pour prendre cette photo. J'ai vu cette photo. Est-ce que l'Iran a payé pour les informations qu'elle a reçues de la femme? Absolument. 4 février 1997. La procureure fédérale Carla Del Ponte ouvre une procédure pour espionnage. La policière est placée sous surveillance 24 heures sur 24. La procureure fédérale ordonne le secret d'enquête le plus total. Ni la police genevoise, ni les autorités genevoises ne doivent être informées. La surveillance donne des résultats rapides et étonnants. FS est marié à un Iranien, un réfugié politique. Mais plus étonnant encore, ce requérant d'asile
est amie de l'ambassadeur d'Iran. Les écoutes téléphoniques le montrent. La policière FS le connaît aussi. Elle et l'ambassadeur se tutoient. Apparemment, FS a été prévenue, elle démissionne de la police et disparaît en Iran avec son mari. 3 mois plus tard, fin juin, surprise, le couple revient à Genève. FS et son mari sont arrêtés. À peine 2 jours plus tard, ils sont libérés. Le tribunal renonce à une mise en accusation. FS réintègre la police. Elle a même droit à une promotion. Mais enfin, bon, j'ai appris que finalement, elle avait été réengagée par la police genevoise, puis que maintenant, elle travaille pour d'autres institutions. Est-ce que ça vous surprend qu'elle ait été réintégrée? Franchement, oui. Franchement, oui. Mais enfin, je reconnais qu'elle a été déchargée des accusations portées contre elle. Hein, puisqu'il n'y a pas eu de procès, elle était libérée, et manifestement, son affaire a été classée. À plusieurs reprises, nous avons demandé à FS et à son mari iranien de prendre position, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. Ils n'habitent plus à Genève. Nous les retrouvons dans une petite ville du canton de Vaud. Entre-temps, FS a quitté la police en tout bien tout honneur. Elle travaille désormais comme conseillère en sécurité auprès des Nations Unies. Sa dernière mission l'a conduit en Ukraine. De retour à Genève avec Mesbahi. En tant qu'agent du VEVAC, il logeait souvent dans cet hôtel. La banque des services de renseignement iraniens ne se trouvait qu'à 200 mètres d'ici, et depuis sa chambre d'hôtel, il apercevait son bureau de change préféré. À certains moments, il y avait plus de 200 millions de dollars sur le compte. C'était pour acheter des armes illégalement, mais aussi pour payer nos sources. Des gens influents qui travaillaient pour nous. Mais aussi pour payer des commandos qui exécutaient des opérations. Lorsque je dis opération, cela veut dire activité terroriste. Le compte spécial était ouvert auprès de la Banque du Luxembourg. Pendant 10 ans, la police genevoise a nié l'existence de cette banque. Entre-temps, celle-ci a déménagé et changé de nom. Ici, il y avait une plaque de la Banque du Luxembourg. Et là, se trouvait la salle où nous rencontrions les banquiers qui géraient le compte. Mesbahi retire souvent de très fortes sommes en espèces du compte spécial. Il traverse ensuite le pont sur le Rhône et se rend dans un bureau de change. Une vieille tactique pour masquer l'origine des fonds. Aussitôt le change effectué et la transaction terminée, tous les documents étaient détruits. En principe, c'était du blanchiment d'argent. Exactement. Il s'agissait de centaines de millions de dollars. Ce n'étaient pas des petits montants, mais bien sûr pas en une seule fois. À chaque fois, quelques millions. Donc c'était des sommes assez importantes. Bien sûr. La banque ne coopère pas si la somme n'est pas importante. L'agent Mesbahi avait conclu un pacte de non-intervention. Quelle autorité l'a accepté? Il avait informé la police de projets d'attentat. Il avait mentionné le compte spécial, fort de plus de 200 millions, prévu pour financer des opérations d'espionnage et de terrorisme. Pourquoi ni la police, ni la justice ne sont-elles intervenues? Cela fait plusieurs mois que nous demandons des interviews et des prises de position aux autorités. Nous n'essuyons que des refus. Nous effectuons une ultime tentative. Nous nous adressons une fois encore au procureur général genevois Daniel Zappelli. Question. Pourquoi la justice ne s'est-elle pas intéressée aux 200 millions de dollars destinés au terrorisme et à l'espionnage? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête pour blanchiment? Le procureur général se tait. Il ne répond ni à nos courriers, ni à nos courriels. Nous nous rendons à l'hôtel de police. Nous souhaitons parler à Léon Jobé, mais il ne fait plus partie de la police. En 1997, il a été condamné pour espionnage dans une autre affaire et exclu de la police. Depuis, il est introuvable.
Nous nous adressons à la chef de la police, Monica Bonfanti. Question, Léon Jobé était-il autorisé à conclure un accord avec les services de renseignement iraniens? La chef de la police refuse toute interview. Réponse de son service. Le terrorisme étant un délit fédéral, seule la police fédérale est à même de vous répondre, mais en aucune façon la police cantonale. Nous nous adressons à la FEDPOL, la police fédérale à Berne. En pure perte, la FEDPOL n'est pas davantage compétente. Réponse de son service. À l'époque, la BUPO, la police fédérale, dépendait du ministère public de la Confédération. Nous nous adressons donc au porte-parole du ministère public de la Confédération et demandons une interview. Nouveau refus. Mais nous obtenons enfin la raison pour laquelle ni la police ni la justice ne sont intervenus contre les actions terroristes de l'Iran. Dans de tels cas, c'est le Conseil fédéral qui décide d'une action en justice. En clair, c'est le Conseil fédéral qui a muselé la police et la justice. Il y a maintenant 15 ans qu'Abolgassem Mesbahi s'est enfui d'Iran. L'Iran n'est plus qu'un souvenir douloureux. Vous savez, j'ai perdu beaucoup de mes amis, ma famille, mon existence. Ça a été très très dur. J'ai 4 enfants en Iran et ils n'ont toujours pas le droit de me contacter. Même ma vieille mère n'est pas autorisée à me parler. En tant que témoin clé du procès Mykonos à Berlin, Abolgassem Mesbahi était sous protection policière. Aujourd'hui, il n'est plus protégé. Il vit sous une autre identité, quelque part, en Europe. Et il a peur. Peur pour sa famille en Iran, peur pour sa vie.